qui va essayer de donner un contenu à ce thème qui est la vocation touristique d'Exour au sud algérien, bien entendu. Bon, j'ai utilisé un langage simple, pas trop académique et technique, parce que pour s'adapter au public, et puis pour ne pas aller dans des approches scientifiques très poussées et pointues. Donc voilà, l'Exour en tant que création humaine dans les espaces désertiques, c'est un peu une réponse au changement climatique qui s'est opéré dans le Grand Sahara. Et suite au bouleversement subit donc durant des millénaires, les gravures, les peintures rupestres que vous trouverez un peu disséminées dans tout le Sahara témoignent de la richesse de la faune à cette époque. Pourquoi j'ai abordé ce thème en préambule? Parce que l'Exour ou les forteresses du Sud sont l'émanation d'un processus qui est lié à la désertification du Sud. Donc, à côté de cette faune et flore, l'homme est devenu nomade, il s'est sédentarisé, il s'est semi-sédentarisé, et pour y vivre en alternance entre les palmeraies et les oasis, et les espaces de pacage pour ses troupeaux, donc il a organisé son déplacement sur des territoires sahariens pendant des siècles et des siècles. Bon, que s'est-il passé dans le Sahara il y a des millénaires? Donc, comme on l'avait dit, le Sahara subit des mutations climatiques et hydrographiques foncièrement fortes. Elles ont agi sur l'espace, passant d'un climat, disons, tropical à l'époque, avec une pluviométrie assez importante, à un climat semi-sec et semi-désertique de savane. Et quand on voit aujourd'hui les gravures et les peintures rupestres, elles sont les éléments les plus expressifs de cette faune tropicale. Certaines gravures qui remontent à 10 000 ans, on voit des représentations de lions, d'éléphants, de girafes, d'antilopes, et les spécialistes de la faune et de la biodiversité disent que ces animaux ne peuvent vivre que pour une pluviométrie de 800 à 1200 mm. Alors ça vous donne l'idée de l'humidité qui existait au Sahara. Bon, avec cette désertification climatique, il y a eu un problème de raréfaction d'eau en surface qui va opérer aussi un changement radical, et au bout de quelques siècles, il ne restera qu'une faune sélectionnée, c'est-à-dire on se trouve devant un phénomène de struggle for life ou de survie. Donc certains se sont adaptés, comme les gazelles par exemple, le mouflon, et certains ont immigré soit vers le nord de l'Algérie, soit vers le Sahel et l'Afrique. Et l'homme dans tout ça, qu'est-ce qui lui est arrivé? L'homme à côté de cette raréfaction et ses animaux. Donc il est passé de chasseur et cueilleur à pasteur. Il a dompté l'animal, éleveur et agriculteur. Et c'est à partir de là que va commencer la sédentarisation. C'est une fois qu'il est devenu éleveur et agriculteur, et cette opération ne s'est faite que durant des millénaires. L'on va construire une civilisation autour de l'animal, c'est-à-dire le buffle, la chèvre, le mouton, etc., du feu, parce que le feu va jouer un rôle avec le métal, et également de la pierre. Les pierres vont être utilisées dans la construction, avant qu'on va vers ce qu'on appelle le toub d'une façon générale. Et il va être nomade, semi-nomade, et puis il va continuer à chercher l'eau et le pâturage. C'est les deux éléments qui vont conditionner pour devenir citadin par la suite. Son mode de vie va être bouleversé aussi. Son organisation sociale va connaître des mutations entre familles, clans, tribus, confédérations. Donc l'homme qui était esseulé, seul ou en couple, va organiser sa vie autour de la famille. Ensuite, il va passer à un clan. Il va passer à une tribu, il va passer aussi à une confédération de tribus pour survivre d'une manière générale.
l'homme devient aussi architecte, parce que là, il n'est plus nomade, il commence à construire sa maison. L'introduction du palmier dattier va donner à l'homme saharien la possibilité d'utiliser du bois, ce bois de palmier qui est primordial dans l'Iksour, dans la construction de sa maison, son quartier, ses casbahs, ses forteresses et ses Ksours. Il n'y a pas de bois au sud, il n'y a que le palmier. Et ces Ksours, ces forteresses vont être disséminées à travers le Sahara. Ainsi apparaîtront les cités oasis, des habitats élaborés, raffinés dans une forme d'architecture singulière par région, par espace, par territoire. Il est à la fois l'architecte et le maçon, comme c'est le cas dans le Mzab par exemple. Des cités d'Iksour structurées autour de l'eau et du commerce. L'eau va être toujours et pendant des millénaires un facteur de fixation de vie. Tous ces Iksour, forteresses, seront érigées dans des endroits mûrement choisis, autour de l'eau, soit en surface, soit en nappe. On commencera à créer des systèmes d'irrigation pour capter cette eau. La fixation va être autour des oueds, en fonction des vents aussi, et surtout du commerce transsaharien. Un maillage se met en place dans tout le Sahara. Des cités relais, on parle de cités relais qui seront bâties partout dans la Sahara, le Mzab, le Gourara, le Tidiket, le Touat, le Souf, Ouadrir, les Ibans et le versant sud de l'Atlas saharien avec Béchar, Ain Sefra, Bousemroun, Ain Madi. Donc nous avons le versant sud de l'Atlas saharien et puis tout le Sahara jusqu'aux confins de Tamen Rasset et de ses hauteurs. L'agriculture, le commerce, l'artisanat et l'élevage vont renforcer l'Iksour. Cette triptyque de l'agriculture, le commerce et l'artisanat, et plutôt la quatrième, l'élevage, qui est en relation avec le nomadisme, vont, grâce au commerce saharien, les Iksour vont jouer un rôle de port d'attache. Ils vont devenir des haltes avec le troc comme base d'échange entre cette vaste mer de sable et de rocailles qui est le Sahara pour les caravanes, qui sillonnaient toute l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et même jusqu'au Sahel. Les Touaregs et les Chamba allaient guerroyer plus au Sahel jusqu'au Nigeria. Les systèmes d'eau très élaborés verront le jour, comme les Fogara par exemple, ou les puits à balancer. De nouvelles variétés de dattes vont être introduites venant d'Orient, des fruits, des grains donnant à l'agriculture notre richesse, de nouvelles races de bétail aussi vont être introduites, des chèvres, des moutons, et cela, ça va s'amplifier et donner une assise commerciale très très forte pour le commerce saharien. Le dromadaire qui, selon semble-t-il les études faites, serait introduit dans tout le Sahara à partir de l'Égypte et du Moyen-Orient, va permettre de diversifier le commerce et les échanges. La richesse devient opulente et objet de convoitise, de lutte, de guerre intestine entre groupes sociaux, entre clans, entre familles, entre tribus. Et à côté de tout ça, il y aura quoi? Il y aura aussi le raffinement dans la vie, les arts, le sacré, l'écriture en ligne de mire. Ces trois éléments vont encore pousser cette civilisation du désert. Dans ces cités oasis se développera alors le savoir, les arts et les sacrés, les croyances païennes qui existaient connaîtront des changements, des influences de l'islam bien avant, et bien avant lui la religion juive, avec cette communauté juive qui est venue de Syrie naïe, qui a été pourchassée par les Romains, et qui sont retranchés vers le Sahara central avec des grandes tribus comme les Zénètes du Sahara central. Tout cela va conditionner la vie des populations. Le chant, la danse, les rites agraires et saisonniers feront leur apparition. L'art de la table aussi, les goûts et les saveurs, l'habillement, le tissage, les armes seront des siècles durant, avec l'or et le sel, les principales richesses du Sahara. L'écriture donnera naissance à la transcription des récits, des échanges, des sciences nouvelles y verront les jours, les mathématiques, l'algèbre, la philosophie, la grammaire, la médecine, l'histoire. Et l'architecture de terre esthétique et fonctionnalité
va donner un autre sens au Ksur. Les Ksur connaîtront durant des siècles des influences dans les techniques de construction, de décoration, entre savoir-faire locaux, du cru et influences d'Orient et d'Occident. C'est-à-dire qu'on a subi les influences du Maroc, qui a une tradition dans l'architecture traditionnelle, d'Orient, puisque nous avons un apport humain, et puis même d'Afrique, puisque, comme le cas de Timimoun, on voit des types de constructions qui sont purement liés à des villes comme Tombouctou, comme Djenné, au Burkina Faso, à Kano, au Nigeria. Donc tout ça est venu du Maroc, de l'Afrique saharienne, d'Orient et du nord de la Méditerranée. À côté de ça, il y a un melting pot de population, c'est-à-dire un croisement durant des millénaires, des Gétus et les Garamantes qui ont été les premiers habitants dont Hérodote en parle dans ses écrits, ses témoignages, en passant par les Numides et les populations berbères de souche. Les confédérations seront tantôt en guerre, tantôt en paix, Zénat, Sanhaja, auxquelles viendront se greffer d'autres populations du Sahel d'origine africaine, nées de la traite des Noirs et de l'esclavagisme, ainsi que du nord au des plateaux et du Moyen Atlas, et plutôt de l'Atlas saharien. Cette approche va permettre l'apparition d'influences techniques et ethniques, linguistiques et religieuses. Dans ces Ksur, ces Kasbahs vivront des populations de divers horizons. Et à ce jour, Berbères et Zénètes, Arabes, Noirs d'Afrique, les Zénètes côtoient l'arabe dialectal ou littéraire. Le Tamashek a également cette écriture singulière du Tifilaire. Et la vocation touristique dans toute cette approche, disons, artistique, historique et sociologique. Avec ce voyage dans le temps, les Ksur et les Kasbahs du Sahara se verront d'un autre œil. Ils seront des lieux chargés d'histoire, d'événements et de légendes. Ils sont les témoins d'une épopée plus que millénaire qui s'est construite au fil du temps grâce à des femmes et des hommes qui ont su créer une civilisation du désert autour du palmier, de la terre, de l'eau, du feu et du cheval et du dromadaire. Aujourd'hui, ces Ksur sont intégrés dans des programmes de circuits, de randonnées et de méharés qui permettent à des populations touristiques de découvrir ces lieux, de comprendre ce désert, de déchiffrer ses secrets. Les habitants de ces lieux mythiques partagent avec les visiteurs l'histoire de ces endroits. Ils sont des témoins de l'histoire, chargés de sensations, de couleurs, de savoirs, de richesses culturelles dans les arts, la religion, les modes de vie et des coutumes. Les Ksur sont devenus des destinations touristiques, thématisées. Beaucoup de Ksur au Sahara sont devenus des hauts lieux du tourisme, tout aussi bien sur les grandes routes du commerce saharien d'antan que sur le versant sud de l'Atlas saharien. Le Mzab avec sa pentapole, le Gourara, les petits Dikelt et Touat, la vallée de la Saoura, le Hogar, le Tassili, le Ouadrir et Ouadsouf, le Sahara central, tous ces grands lieux mythiques sont devenus des espaces d'attractivité touristique au Sahara. Le versant de l'Atlas aussi, saharien, avec les Ibans et les monts d'Exour, la région de Boussemroun, la Rouat et Ain Madi. Ces pôles ksouriens du Sahara englobent une succession d'habitats et de forteresses nées de l'histoire du désert. Sur ces anciennes routes, ils sont greffés tels qu'un chapelet sur les grandes routes commerciales du désert. On peut citer Ain Madi, Boussemroun, Aslat, Yout, plus au sud-ouest, Moughrar Tarit, Qnad Saïbni Abbas dans la Saoura, Kerzaz, Timimoun Tamantit, Sali, Engaris, Ain Salah, au Sahara central, El Golia, Metlili, Gardaya et Ouergla, et plus au sud-est, Jma'a Ouedsouf, Bissikra. On peut continuer à citer les multitudes de Ksur qui existent à travers tout Sahara. À titre indicatif, disons, sur la wilaya d'Adrar, vous avez déjà quelques 410
Qsar sur cette région. Quelle est la thématique? La thématique de ces qsour est une thématique culturelle et patrimoniale. Les qsour les plus attractifs sont intégrés à des produits sous forme de circuits itinérants, en car, en 4x4, en randonnée, en méharé, mais en séjour aussi. Le Qsar est devenu un centre d'intérêt. Les qsour, de par leur richesse humaine et patrimoniale, ils sont inscrits dans des thématiques plus spécialistes, étudiants et amateurs d'art en architecture, en art populaire, en artisanat, en sociologie, en histoire, en agroécologie. Tous ces thèmes sont développés sous forme de circuits thématisés. Et puis, avec quelques années, depuis, il y a des créations d'hébergements dans les qsour, c'est-à-dire la vocation des qsour qui étaient des zones ou des habitations classiques sont devenus des lieux d'hébergement. Certains qsar accueillent des hébergements en créant des maisons d'hôtes, des gîtes par exemple, des auberges, pour répondre à une demande spécifique de l'écotourisme, du tourisme solidaire, du tourisme rural et oasien. Donc vous avez des multitudes de structures d'hébergement qui ont été prises en charge par la population elle-même, sans aide, sans apport extérieur, pour essayer de donner un autre souffle de vie à ces qsour qui sont quelquefois abandonnés. Avec cette notion de modernisation, de modernisme, on a vu une tendance de population qui quitte les qsour pour aller habiter dans des cités, dans des endroits aménagés. Cette approche est en train de connaître une extension, mais d'un autre côté, les qsour commencent à avoir une vie. Le cas les plus illustratifs sont à Timimoun, où une multitude de gîtes, de maisons aménagées, de maisons d'hôtes chez l'habitant ont été érigés et ils sont sur une attractivité extraordinaire. Les gens préfèrent aller dans ces structures humaines, je dirais à la limite, où les rapports avec la population sont des rapports absolument extraordinaires, d'accueil, d'hospitalité. Donc voilà à peu près, donc on se retrouve avec une vocation nouvelle qui a permis de redonner vie à des espaces communautaires oasiens par l'animation, par l'hébergement, la restauration, en créant des tables d'hôtes, par des festivités. Certains qsour sont devenus des espaces d'exposition. Je prends le cas de Territ, par exemple, qui était un qsar qui a été abandonné, ensuite qui a été restauré, et maintenant il reprend souffle et vie d'une autre manière, grâce à l'existence de centres d'hébergement, de maisons d'hôtes, de gîtes à l'intérieur du Qsar, de boutiques artisanales, d'espaces d'exposition, même de musique dans le Qsar. Et ça a donné une naissance absolument extraordinaire à ces habitations traditionnelles qui, avec le temps, ont connu des difficultés. Voilà à peu près quelques éléments de photos de réhabilitation, de réalisation dans les qsour, soit que c'est des réalisations nouvelles, injectées sur un espace qsourien, soit que c'est un espace de maisons traditionnelles qui étaient en ruine et qui ont été repris par leurs propriétaires pour en faire des centres d'hébergement, des espaces d'accueil dans les qsour. Gardaïa aussi, nous avons vu l'émergence d'un type d'hébergement dans les qsour, dans les palmeraies, d'Abné Izgen, à Gardaïa et dans les alentours, même sur un rayon de 100 km autour de Gardaïa. Donc il y a une approche d'un tourisme durable et d'un écotourisme saharien, oasien, et d'un tourisme solidaire qui est en poupe, c'est-à-dire qui est sollicité, demandé par des agents de voyage, par des clients. Je me rappelle pour une anecdote, un jour on avait pris des ambassadeurs accrédités à Alger, ils étaient au Gourara, et puis on a décidé au cours de cette tournée de prendre un thé chez une personne qui avait une maison d'hébergement dans le Qsar.
Eh bien, figurez-vous que les ambassadeurs, on nous ont dit, on reste ici, demain venez nous chercher, pour vous dire un petit peu, et qui ne voulaient pas retourner sur l'hôtel Gourara, parce que c'est très moderne, etc. Alors que dans la maison traditionnelle, on était assis sur des tapis, des poufs, on mangeait une cuisine traditionnelle, on buvait du thé traditionnel. Et ce qui fait la force de ces maisons, c'est la proximité. C'est l'aspect humain des gens, d'accueil. Et puis c'est des structures très petites, gérables. Ça ne dépasse pas les 20 lits, les 30 lits au maximum. Et ça permet à ces gens-là d'avoir des compléments de revenus toute l'année. Donc, quelle perspective pour le patrimoine ksourien? Moi, je pense que là, c'est presque, je dirais, à la limite des points que je voudrais que les autorités prennent en charge, c'est des recommandations, c'est de penser au niveau local, au niveau central, à une mise en tourisme de quelques ksours pilotes, un encouragement de développement des HPA, donc ce qu'on appelle l'hôtellerie de plein air, les auberges, les maisons d'hôtes et tout ça. Donc, encourager cette forme d'hébergement qui, s'il fait tache d'huile, aura un impact important sur tout le Sud. Il faut également prendre en considération une formation ciblée destinée à ces animateurs d'espace patrimonial, à ces personnels hôteliers, à ces guides locaux. Il faut aussi penser à une innovation en matière d'offres et de produits liés au ksour, liés à ces formes d'habitation. Et puis peut-être éventuellement, penser à créer un cadre de soutien au développement du tourisme durable avec sa palette écotourisme, tourisme rural, patrimonial, parce que là, dans ce domaine, on peut augmenter un peu la capacité ou le parc hôtelier durable, entre guillemets, c'est-à-dire, là, on tourne autour de 500 lits à peu près, dans ce type de tourisme. 500 lits, ce n'est pas beaucoup, mais on pourrait fixer des objectifs sur 5-10 ans en se donnant des seuils de 10 000, 20 000 lits. Mais pour arriver à ces seuils, il faut un accompagnement des locaux, c'est-à-dire de la wilaya, de la commune, mais également des structures centrales du tourisme, de la culture, pour créer une dynamique locale et puis offrir des alternatives au tourisme classique que nous vivons. La tendance mondiale est dans le tourisme durable, la tendance mondiale est dans le tourisme responsable, la tendance mondiale est dans le tourisme intelligent, dans un tourisme qui impacte les populations locales, qui impacte la biodiversité, qui crée des emplois, de la croissance locale, qui valorise le patrimoine. C'est un peu la tendance mondiale. Il faut qu'on s'inscrive dans cette tendance pour les prochaines années. Voilà quelques propositions. Disons par exemple, penser à des opérations de réhabilitation avec la culture, avec le tourisme, mais il y a également des organismes qui font ça. Je pense à l'Union européenne, qui a financé des associations à Bnei Abbas, à Timimoun, qui ont retapé des maisons abandonnées dans le Ksour, ils en ont fait des maisons d'hôtes. Cette opération pourrait se faire sur tout ce qu'on appelle la route des Ksour, qui commence de Boussemroun, de Ain Madi, qui descend par la vallée de la Saoura, qui remonte vers le Mzab, qui redescend vers Ouadrir, Ouadsour, et qui remonte sur les Ibon, Bissikra et tout le Roufi, en allant jusqu'à jusqu'à Boussaada. Cette route, elle pourrait être prise en charge avec une approche étudiée, valorisant ce patrimoine d'une manière générale. Redonner vie par le tourisme au Ksour, circuit séjour, et dynamiser les arts populaires aussi, qui sont, quand je dis les arts populaires, c'est très large comme gamme. Ça va des chants à l'artisanat d'art, les patrimoines du terroir, l'art culinaire local. Tous ces éléments pourraient être dynamisés dans un esprit de faire des montages de produits qui répondront à la clientèle spécifique qui aime
mettre en place des signalétiques touristiques. Quelquefois, vous avez des touristes qui se baladent dans des sourds et qui sont perdus. Donc il faudrait éventuellement mettre en place des signalétiques pour orienter des gens, pour valoriser encore davantage le programme. Introduire aussi des formules de parrainage, de financement participatif. Cette formule, elle existe dans le monde et certains l'ont fait. Nous avons fait un financement participatif pour des maisons d'hôtes et les gens, à travers les réseaux sociaux, ont apporté leur rapport. Gaël, par exemple, on construit une telle maison. Chacun donnera ce qu'il pourra et la personne pourrait vivre cette évolution puisqu'on met des photos des travaux, on met des photos des équipements, c'est-à-dire que le type, il regarde son argent, où va-t-il? Et là, on a monté, par financement participatif, des projets, des micro-projets, grâce à la population et grâce au crowdfunding qui est très en vogue en Europe, mais qui n'est pas arrivé chez nous, disons, pour le moment. La conclusion, pour terminer, donc les subsahariens sont un patrimoine inégalable pour le tourisme culturel. Donc il s'agit d'entretenir ce patrimoine, de le valoriser et l'intégrer dans une offre. Des initiatives sont prises ça et là, très éparses, à travers tout le Sahara, sur 2 millions de kilomètres carrés. Mais l'intervention de l'État reste quand même primordiale pour renforcer la réhabilitation, la mise en tourisme et la facilitation des porteurs de projets en HPA, en tourisme, en artisanat et en art populaire. L'État devrait s'intéresser à cette approche qui est une alternative essentielle pour le tourisme de demain. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette communication sur le tourisme saharien. Je vous remercie à tout le monde et tous ceux qui sont venus nous écouter. Bon, s'il y a quelques questions, on va prendre 2 ou 3 questions sur ce sujet. Vous avez un micro-baladeur là, c'est pour les gens qui... Hein? Ah, d'accord. Bon, pour répondre un peu à la demande de Mme Hadj Issa, oui, je pourrais vous donner quelques titres de livres pour développer. Actuellement, moi, je suis en train de travailler sur un bouquin sur le tourisme saharien. J'espère que j'aurai la possibilité de le publier au cours de l'année 2019. Et donc là, je le mettrai à la disposition. Sinon, il y a beaucoup de lectures sur tout ce que j'ai dit, à travers les chercheurs, les universitaires qui ont soutenu des doctorats, des masters sur le Sud. Et il y a les traditionnels écrivains qui ont fait des recherches sur le Sahara, qu'on trouve leurs bouquins, leurs livres disponibles. Très bien. Merci à vous tous.